Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'information et la découverte en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 19 octobre, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du climat avec Anne Lasman-Trappier, la présidente de la FRAPNA 74, et Bruno Dallouin, référent Amis de la Terre Haute-Savoie. Nous verrons que les associations en appellent aux élus. Nous découvrirons ensuite une entreprise qui restaure des lunettes vintage et en fin d'émission, comme chaque vendredi, l'agenda avec Camille Copin. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria, pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors ce soir, on va partir loin, très très loin, en Haute-Maurienne vanoise pour débuter. Exactement. La station de Bessan ouvrira sa première piste dès demain. C'est une station en référence dans le domaine des sports nordiques. Elle a eu recours au snow farming. Juliette Vincent-Seigné nous en dira plus sur cette technique. Et puis Moutier a ouvert un centre d'hébergement pour les réfugiés demandeurs d'asile. C'est toi qui y étais. Tout à fait. C'est un centre qui a ouvert ses portes le 1er octobre, qui a vocation à accueillir des personnes ayant obtenu le statut de réfugié et une soixantaine de personnes devraient être accueillies à terme. On passe à notre petite revue de presse. On commence avec une proposition pour le moins étonnante de la part d'un député de La République En Marche. Tout à fait, c'est une réaction à l'accident de chasse dont on a beaucoup parlé cette semaine, on en reparlera tout à l'heure dans le journal. Ce député La République En Marche, Alain Péréa, propose dans un tweet d'interdire tout simplement le VTT pendant la période de chasse, pendant 4 mois. Une déclaration étonnante qui visait à répondre aux opposants à la pratique de la chasse. Et puis on reste en politique avec les déboires d'un maire savoyard. C'est le maire de Val d'Isère qui est en garde à vue en Alsace. C'est une information de nos confrères du Dauphiné libéré. Le maire a été placé en garde à vue pour outrage suite à des menaces et des insultes proférées à l'encontre de policiers à Colmar. Donc affaire peut-être à suivre. Et toi Seb, tu nous parles d'un homme qui s'est jeté à l'eau pour échapper à la police. Oui, c'est une histoire relatée par nos confrères de France 3. Ça s'est passé mercredi soir. Un homme de 41 ans s'est jeté dans la rivière des Us pour échapper à la police. Tout s'est joué vers 22 h lorsque l'homme qui aurait volé un scooter a plongé dans le cours d'eau qui, on rappelle, se jette dans le Rhône. Malgré un important dispositif mis en place pour le retrouver, les pompiers n'ont pu repêcher l'individu qui a réussi à sortir tout seul de la rivière en état d'hypothermie. Il a été depuis mis en garde à vue et auditionné. Et tu nous as trouvé également une vidéo sur une impressionnante mini-tornade. Alors c'est Fanette, on va rendre à César ce qui appartient à César. Merci à Fanette qui nous a envoyé cette petite vidéo trouvée sur Facebook. Une mini-tornade qui a eu lieu du côté de la Rosière. On regarde un extrait. Non, on ne regarde pas d'extrait. On ne regarde pas donc à retrouver sur la page, sur la page Facebook des pisteurs secouristes des Arcs. Vous pourrez voir, les images sont assez impressionnantes. Merci Victoria. On se retrouve en fin d'émission. Allez, on passe à la rubrique Actu. Je vous en prie, installez-vous. Anne Lasman-Trappier, présidente de la FRAPNA 74, et M. Bruno Dallouin, du référent Les Amis de la Terre Haute-Savoie. Alors, il y a une dizaine de jours, vous avez annoncé que 35 associations de Haute-Savoie, dont vous faites partie, avaient lancé un appel à tous les élus haut-savoyards pour qu'ils prennent des décisions rapides à propos du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, tout simplement ? Donc en fait, c'est la sortie d'un rapport, le rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est un groupe international d'experts sur le climat qui travaille pour les gouvernements et qui sort un rapport assez régulièrement, donc tous les 3 ou 4 ans, je crois à peu près. Et il y a un rapport qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, donc le 8, et un rapport qui est assez alarmant, puisqu'en fait, on nous explique que pour maintenir le réchauffement climatique à un niveau raisonnable, il faut des changements rapides et sans précédent. On nous dit qu'il faut en particulier diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030. Donc voilà, donc ça nous a alarmés et en fait on lance un appel aux élus de Haute-Savoie pour prendre des mesures pour aller contre ça et en particulier en lien avec les nombreux projets routiers qu'il y a en Haute-Savoie. On y reviendra. Anne Lasman-Trappier, en tant que présidente de la FRAPNA 74, qu'est-ce qui vous inspire justement ce fameux rapport du GIEC ? Le rapport en lui-même est très alarmant, mais ce qu'on constate aussi, c'est que le réchauffement climatique, les bouleversements climatiques ont déjà lieu en Haute-Savoie. Les Alpes sont très très sensibles au réchauffement et au bouleversement. On est déjà à plus de 2 degrés de réchauffement. Alors que la moyenne, c'est 0,8, la moyenne mondiale. 0,8, donc on est à plus de 2 fois la moyenne mondiale. On constate avec la sécheresse actuellement qu'on est touché très directement.
Le niveau du lac d'Annecy en lui-même, il a extrêmement baissé. En lui-même, ce n'est pas si grave que ça. Mais ce qui est très grave, c'est qu'il y a beaucoup de cours d'eau qui l'alimentent, qui sont à sec. On a une perte de la biodiversité, on a des terres qui s'assèchent. Ce qui veut dire que quand la pluie reviendra, on aura des risques de crues, de ruissellement, de débordements, d'inondations. Et puis, on a un impact déjà qui se sent sur l'économie, puisque les agriculteurs sont déjà en train de donner des fourrages qu'ils donnent normalement l'hiver à leurs bêtes. Donc, comment vont-ils faire à la fin de l'hiver? Et on sait qu'au niveau des stations de ski, du tourisme d'hiver, du tourisme d'été aussi, il y a des impacts déjà qui se font sentir avec la haute montagne qui est difficilement praticable en plein été. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la part des élus que vous avez interpellés dans leur champ d'action possible? Qu'ils prennent en compte ces données, justement. Et donc là, effectivement, on parle il y a des projets qui sont... Alors, 3 grands projets. Je vous coupe, on va les présenter. Donc, oui. Il y a l'autoroute Machy-Tonon. Il y a eu du changement récemment. Ça a pris le projet commence à se concrétiser. L'élargissement à 2 fois 3 voies de l'autoroute A41 entre Annecy-Nord et Saint-Martin-Bellevue. Et le tunnel sous le Semnoz, le week-end dernier, une manifestation du côté de Saint-Joriot pour montrer cette opposition. Alors, je voudrais dire qu'on a beaucoup de mal en fait, à avoir des chiffres sur l'impact climatique de ces différents projets, puisque en fait, ce n'est pas un sujet apparemment qui intéresse les gens qui font des études sur ces projets. Sur l'autoroute Machy-Tonon, en fait, on a un chiffre qui est de 14% d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à une situation sans projet. Donc vous voyez un peu le hiatus, hein, il faut faire moins 45%, et là on va faire plus 14%. Donc voilà, donc on va droit dans le mur, le freiner, on accélère, quoi. Et sur les autres projets, donc on n'a pas de chiffres. Là, sur le tunnel sous le Semnoz, par exemple, il y a, dans le dossier de concertation, il n'y a rien sur le climat. C'est le grand absent. Et j'aurais tendance à dire que donc les élus pensent qu'il n'y aura pas d'impact sur le climat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gaz à effet de serre supplémentaire. Mais aujourd'hui, déjà on conteste ça, mais c'est pas plus 0% qu'il faut faire aujourd'hui. C'est moins 45%. Donc on peut plus se contenter de faire plus 0%, ça c'est plus possible, quoi. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que les élus n'ont pas totalement conscience de l'urgence de la situation? Tout à fait, c'est assez incroyable. Enfin, on a tous les indicateurs qui sont rouges, très 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 rouges, et ils continuent à mettre en œuvre une politique des transports qui est totalement inadaptée aux enjeux actuels, à l'enjeu climatique, à l'enjeu de la pollution de l'air aussi. Parce qu'autour d'Annecy, on est déjà à la limite au niveau du dioxyde d'azote, le polluant routier. Avec ces nouveaux projets routiers, on va augmenter les émissions polluantes, on va dépasser ça. Et au niveau des gaz à effet de serre, c'est le transport, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc on est obligé, c'est incontournable, il faut agir sur ces émissions-là. Et puis je vais vous donner un scoop, hein, vous avez parlé de l'élargissement de l'A41. Les associations ont déposé un recours la semaine dernière contre ce projet d'élargissement. Donc les Amis de la Terre, la FRAPNA Haute-Savoie Pour quel motif? et l'ACPAT. Pour de nombreux motifs, mais le climat, la qualité de l'air, l'impact sur la santé des riverains, etc. Donc le dossier est déposé. Pour en revenir au transport, là j'ai sous les yeux un communiqué de presse. Par rapport aux poids lourds et aux véhicules utilitaires, vous demandez un contrôle régulier? Alors là, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une triche très importante. Donc on a parlé du Dieselgate, mais il y a une triche aussi des poids lourds et des véhicules utilitaires légers qu'on pourra appeler l'AdBlueGate. En fait, certaines entreprises mettent un boîtier qui contourne le dispositif de dépollution. Et en fait, on a sur nos routes des camions qui ont l'air tout neufs, mais en fait qui polluent autant que des camions qui ont 20 ans au niveau du dioxyde d'azote, donc ce polluant routier qui est en dépassement dans la vallée de l'Arve. Je voudrais juste préciser que les différents projets routiers du bassin annécien, ça représente un demi-milliard d'euros. Donc c'est énorme, et donc et tout ça pour faire des projets climaticides. Je voudrais dire aussi qu'on a lancé donc une pétition. J'allais y venir, oui. Pour une meilleure mobilité en rive ouest du lac d'Annecy, on sait que c'est aussi un des projets, une concertation publique qui vient d'être lancée. Voilà. Donc en fait, on est pour un transport en commun, un transport en commun vraiment attractif sur la rive ouest du lac et contre le tunnel sous Semnoz. À propos du transport en commun, donc je voudrais dire que le transport en commun qui est actuellement présenté, donc un bus dit à haut niveau de service, ne provoquerait un report modal. Donc ça veut dire que les gens vont lâcher leur voiture pour prendre ce nouveau transport en commun. Ce report modal va être compris entre 0,5 et 0,9%, c'est-à-dire pratiquement rien. Ça veut dire que ce transport ne va servir pratiquement à rien en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. Aujourd'hui, quelle peut être la solution? Parce qu'on le voit clairement, entre vous et les élus, il y a un gros fossé. Qu'est-ce qui peut être fait? Il faut se mettre autour d'une table, c'est quoi
Ça a déjà dû être fait, j'imagine. Des solutions, il y en a beaucoup, on les connaît. Il faut simplement accepter de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est on augmente toujours les capacités routières et on a toujours plus d'embouteillages. Et on nous répond comme solution, on va augmenter encore les tuyaux routiers. Donc on va avoir encore plus d'embouteillages, puisque toute infrastructure routière crée des trafics nouveaux. Donc évidemment qu'il faut passer à autre chose. Il y a des solutions très rapides à mettre en œuvre, comme le covoiturage. Déjà, mettons plus de personnes dans les voitures qui circulent. Il y a une grosse demande en Haute-Savoie des citoyens pour le développement du vélo comme mode de déplacement pour les trajets courts, donc c'est une autre solution. Il y a les transports en commun, on a le Léman Express, le CEVA qui arrive, ça y est, on y arrive. Donc là, il faut vraiment miser sur ces solutions-là. Même question. Alors je peux compléter un petit peu par rapport à la rive ouest du lac. Donc en fait, il y a différentes possibilités. En tout cas, il faut un transport en commun qui soit plus attractif que le bus qui est proposé. Voilà, donc un exemple, ça peut être un tramway, par exemple, qui peut être mis en partie le long de la Qui engendra fortement autant de coûts, peut-être, un tramway. Alors, les coûts à long terme, alors, je ne suis pas expert sur les coûts des transports en commun, mais apparemment, les coûts à long terme sont pas plus importants que pour un bus. Je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, ce transport en commun pourrait prendre place là où les secteurs sont contraints, le long de la piste cyclable, puisqu'il y a la place, en fait, il y a l'emprise suffisante pour mettre à la fois des vélos et un tramway. Et donc, on peut penser que les travailleurs comme les touristes seront très contents d'avoir deux possibilités pour faire ce trajet-là, que ce soit en vélo ou dans un transport en commun réellement attractif. En tant que membre d'association, que vous a inspiré le départ de Nicolas Hulot, de son poste de ministre de la Transition écologique? Est-ce que vous avez le sentiment de perdre un allié? Oui, on a perdu un allié, c'est sûr. Maintenant, il faut convaincre davantage. C'est plus difficile. On était déjà en face de quelqu'un qui avait la même conviction que nous. Par contre, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il confirme ce dont on se doutait, c'est-à-dire que les lobbies, il l'a dit, sont au cœur du pouvoir. Et pour lutter contre des forces comme ça, il va falloir que vraiment, comme l'a dit Nicolas Hulot, que toute la société se fédère, que les citoyens se fédèrent, s'unissent et qu'on agisse tous ensemble pour le bien commun, pour la qualité de l'air, pour le climat, pour l'eau, pour la santé, enfin des biens communs, quoi. Et la politique des petits pas ne suffit plus, comme l'a dit Nicolas Hulot, puisque le GIEC nous demande des efforts sans précédent. Au final, c'est quand même inquiétant de voir un ministre d'État quitter le navire parce qu'il se rend compte que rien n'est fait. Bien sûr, oui, c'est très inquiétant, oui. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Il faut le rester, parce que sinon on abandonnerait, mais il faut absolument là qu'on prenne conscience que l'urgence climatique fait que, oui, c'est très agréable d'avoir le beau temps qu'on a depuis des semaines et des semaines, c'est très agréable, mais l'impact sur la vie humaine va être très important. Et là, on ne parle plus de nos petits-enfants, de nos enfants, c'est nous. Enfin, les conséquences, elles sont visibles aujourd'hui, elles vont l'être de plus en plus. Et il y a un risque d'emballement qui fait que les choses peuvent s'accélérer. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à le freiner ou le stopper. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus que limiter les dégâts, en quelque sorte. La suite des événements, par rapport à cet appel que vous avez fait aux élus, ces 35 associations, est-ce qu'il y a déjà des rencontres de prévues? On ne va pas lâcher les choses. C'est sûr qu'on va continuer. Le mouvement associatif continue à se fédérer. Déjà, on est 35 associations à agir ensemble. On va continuer dans ce sens-là. Et on veut aussi mobiliser les citoyens. Il faut qu'aussi on ait des citoyens qui nous rejoignent davantage. Justement, pour venir à ce chiffre de 35, on ne se rend pas forcément compte, ça représente beaucoup de personnes, 35 associations. Vous êtes plutôt satisfait par ce nombre? Vous attendiez plus ou ça représente déjà un... Oui. On ne sait pas compter, mais c'est des dizaines de milliers d'adhérents qui sont dans ces associations, en Haute-Savoie, seulement en Haute-Savoie. Preuve que le combat mérite d'être mené et qu'il y a peut-être de l'espoir. On espère. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Merci. À vous deux. Merci. Anne Lasman-Trappier, Bruno Dalluin, on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez, on passe à la rubrique initiative. Simon Vatou, installez-vous, je vous en prie. Bonjour, enchanté. Bonjour. Alors, vous êtes chef d'entreprise? Oui. Vous êtes le fondateur de la société Domptema Monture. Domptema Monture, oui. Vous êtes spécialiste dans la restauration de montures vintage. Tout à fait. On vous a amené un petit échantillon de ce que vous faites. Échantillon de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. La société Domptema Monture a été créée il y a peu de temps, donc elle a moins d'1 an. C'est une société en amont, ça fait 3 années qu'on est dessus, qu'on rachète. Vous pouvez vous mettre au milieu du canapé, ce sera encore mieux. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc oui, on est expert dans la fabrication, création et restauration de montures. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure? Je crois savoir que vous faites partie, vous étiez dans le domaine déjà de l'optique. Tout à fait. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'optique dans d'autres pays
où là, j'étais expert dans la fabrication de verre. Donc voilà, de petit à petit, du métier de l'optique, de la fabrication, j'ai eu l'envie de créer quelque chose en Haute-Savoie, vu que je suis d'originaire Haute-Savoyard. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet objet que représente la lunette? Ben, c'est la création, la fabrication, la subtilité des couleurs qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on voit dans le monde de l'optique, on est plus sur la quantité que la qualité. On a des choix à faire en tant que chef d'entreprise et ces choix, moi, je les ai faits dans la qualité. Avec ces montures vintage, nous, ce qu'on propose, c'est des montures qui soient luxueuses et de très bonne qualité, vu qu'elles ont environ entre 1940 à 90, quoi. Où est-ce que vous les trouvez, ces montures Alors, je d'un les autre trouve temps? dans des greniers qui sont très secrets, des amis de la lunetterie, où là, je fais mon petit supermarché. Vous chinez un petit peu? Voilà, c'est le type de... Voilà, on chine complètement, quoi. Alors, en quoi vos 10 ans d'expérience dans le monde de l'optique vous ont aidé pour la construction, la formation de cette entreprise? Ben, vu que moi je viens du monde de l'optique, c'était assez facile pour moi de faire la transition entre l'optique et la lunette. Donc, sur toute lunette, la base, c'est le verre. Et grâce à ça, ben, moi j'ai 10 années d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de aussi fabriquer des lunettes comme les restaurer. On a un atelier de fabrication qui est dans le Chablais à Périgné, où là, on restaure. Il y a plusieurs étapes de fabrication. On est dans le nettoyage, le démontage, le polissage. Ça prend du temps. C'est beaucoup de temps. Et par rapport à ça, après, ben voilà, on peut les revendre. Justement, une paire de lunettes comme vous avez dans les mains, c'est combien de temps pour... Alors, ça dépend. Ça dépend. Donc, on va prendre la paire rouge, là, celle qui est juste en dessous. Là, la paire rouge, voilà. Le processus de fabrication pour une paire comme celle-ci, c'est quoi? Alors, le processus de fabrication, c'est très long. Donc, moi, celles-là, c'est pas moi qui les ai fabriquées. Hein. C'est des vintage. Nous, ce qu'on fait, on les démonte, on les contrôle, on les nettoie, on les polit, on change les verres. Les verres, c'est nous qui les créons. Vous pouvez voir un petit peu ici les teintes qu'on peut faire, teinter dans un masse avec des machines qui sont aussi vintage, qu'on ne retrouve plus au jour d'aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que grâce à tout ça, on arrive à trouver et à créer quelque chose de super joli, quoi. Les clients sont demandeurs de lunettes de soleil? Oui, ils sont demandeurs, oui, ils sont au rendez-vous. Vu que c'est assez unique, on arrive de moins en moins à en retrouver. C'est comme, voilà, on donne, on va dire, dans la création de la lunette, papy de la lunette, voilà, ça c'est un papy, comme on dit. Et grâce à ça, aujourd'hui, papy, il est toujours en vie, et puis on arrive à revendre tout ça. Est-ce que vous proposez un service de personnalisation? Alors non, parce que c'est beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de travail, j'imagine. Voilà, beaucoup trop de travail. Nous, ce qu'on fait, on les restaure, on choisit nous-mêmes les verres, les techniques de polissage, mais dans l'ensemble, on ne donne pas de personnalisation. Alors, je peux savoir que vous travaillez en famille? Oui, il y a mon père aussi, qui est directeur commercial de la société, très important, oui, et ma femme aussi qui travaille avec moi, qui m'aide. C'est ce petit soutien qui fait qu'on arrive à sortir des magnifiques produits au jour d'aujourd'hui. Selon vous, pour quelles raisons ça marche autant le vintage? J'ai reçu sur le plateau il y a environ 2 semaines une personne qui restaurait des bidons d'huile, qui en faisait des fauteuils. Comment on peut expliquer le boom du vintage aujourd'hui en 2018? Le vintage, c'est la qualité. C'est un gage de qualité, le vintage? C'est un gage de qualité parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas sur le rendement. À l'époque, la personne qui faisait cette lunette, elle était fière. Elle était fière, elle prenait son temps. C'était la qualité qui primait, mais pas la rentabilité. Et grâce à ça, on arrive à découvrir des montures uniques, quoi. Ce sont des produits qui sont en série limitée? Alors oui, c'est par rapport à ce qu'on trouve. Forcément. Et on va dire que Dompta Monture, il a une date de naissance, mais aussi une date de fin, quoi. C'est le vintage, c'est éphémère. Après, nous, dans un deuxième temps, on fabrique. On va développer dès décembre une nouvelle marque de lunettes Made in Haute-Savoie. Fabrication à 90% au Savoyard. Je pense qu'on sera les seuls là-dessus. Au niveau de la gamme de prix, on est à combien là à peu près? Alors, on est dans une moyenne de 150 à 200 euros. On peut monter plus haut sur des vintage type, comme celle-là, Bugatti, où là, il y a vraiment un savoir-faire et puis il y a la marque, il y a la rareté qui fait qu'on va arriver dans des sommes un petit peu supérieures à 200 euros. Quoi. Alors, pour ceux qui souhaiteraient s'offrir une paire de lunettes de Dompta Monture, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez un magasin physique? Comment ça se passe? On a un site e-commerce qui est domptamonture.com qu'on peut retrouver sur Google. Et on a aussi un magasin où on distribue les lunettes qui est ACW Line, qui se situe à Annemasse, où là vous pouvez essayer et profiter de l'accueil
de ACW pour, voilà, ils vous offriront un café et pour essayer les lunettes. Voilà. Merci beaucoup, Simon Joatou. On rappelle Domptement Monture. On peut aller voir sur Facebook, on peut aller voir sur Internet pour voir si on est intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à Au bientôt. revoir. Allez, c'est l'heure pour moi d'accueillir Camille Copin pour son traditionnel agenda. Nous sommes vendredi. C'est le moment de passer à On fait quoi ce week-end? Salut Camille. Salut Seb. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Je sais que tu nous as trouvé pas mal de choses. On va commencer avec du Color Walk and Brunch. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pu t'aider, je t'ai vu galérer, mais je t'ai laissé Ça se faire. passe à Sciez. Ça se passe à Sciez, c'est ça, exactement. En Haute-Savoie, donc ce dimanche 21 octobre, ce sera la première édition d'une marche rose à l'occasion d'Octobre Rose. Donc on le rappelle, ce sont des manifestations dans toute la France pour lutter contre le cancer du sein qui touche une femme sur 9 dans le monde, ce qui est quand même pas mal. Rendez-vous donc à 9h30 sur le parking des Aigles du Léman à Sciez pour une marche de 3 ou 5 km selon les envies. L'occasion d'aller marcher pour profiter du beau temps annoncé tout le week-end. À l'arrivée, vous serez servi en couleur grâce aux poudres colorées utilisées, des poudres qui sont inoffensives pour l'environnement puisqu'elles sont composées d'amidon de maïs et Très de colorants important, hein, de le alimentaires. rappeler. C'est important de le rappeler. Et vous pourrez ensuite profiter tous ensemble d'un brunch à 11h dont les bénéfices seront reversés à l'association Saint-Léman Avenir. N'oubliez d'ailleurs pas de vous inscrire pour le brunch à l'adresse qui est affichée sur l'écran. Un événement sportif du côté de Chambéry. Un autre événement sportif, Seb, est-ce que tu connais la Chambérienne? Non. C'est un trail qui se déroule en nocturne sur plusieurs formules, 10 km avec 300 mètres de dénivelé positif ou 21 km et 950 mètres de dénivelé positif à faire en solo ou en duo sur une alternance de route et de chemin. Donc le départ est donné demain samedi 20 octobre à 19h30 pour le 21 km et 19h50 pour le 10. Pour ceux qui souhaiteraient encore s'inscrire, sachez que c'est possible dans la limite des places disponibles, donc sur place avant l'événement et uniquement pour le 21 km car le 10 est déjà complet. Comptez 25 € pour une personne et 44 € en duo. Un événement qui est déjà bien inscrit dans les esprits des coureurs récurrents savoyards. Un joli parcours à la lumière des frontales dans cette ambiance de début de nuit assez particulière. Et donc Seb, à essayer, si tu veux m'accompagner, pas ce week-end parce qu'on n'est pas prêt du tout, mais je pense que ça peut être un challenge. On va pour avoir l'année du boulot prochaine. parce qu'on a On a prévu du boulot. de s'inscrire pour l'Ancien-Devienne. Pourquoi vrai. pas? Ça sera une année sportive, l'année 2019. On passe à joindre l'utile à l'agréable. Comment allier deux passions, le golf et le vin. Exactement. Donc, dans le cadre du fascinant week-end sur les découvertes et les vignobles qui est organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 au 21 octobre, plusieurs activités se passent donc sur notre territoire, à commencer par cette initiation au golf menée par Hervé Trétou, qui est moniteur de golf, qui vous propose des séances d'initiation d'1h30 pour découvrir le terrain de golf du Granier à Premont, la prise en main et toute la maîtrise pour frapper les balles. Une initiation qui se terminera au caveau du Cellier tenu par une viticultrice pour déguster quelques vins de Savoie, toujours avec modération. Comptez 15 € pour un adulte sur réservation auprès de l'Office du tourisme Cœur de Savoie. À noter qu'il y aura 2 initiations par jour, le samedi 20 et le dimanche 21 octobre à 10h30 et à 14h. Atelier de 10 personnes par séance. Tu sais jouer au golf, Camille? Pas du tout. Et bien justement, je me dis que c'est l'occasion d'apprendre. On reste dans le domaine des vignes, du vin, avec du biathlon. Voilà, c'est toujours dans le cadre de ce fascinant week-end. Donc à Cru et en Savoie, entre Montmélian et Saint-Pierre-d'Albigny, ce dimanche 21 octobre, vous pourrez vous initier aux joies du biathlon dans les vignes. Au programme Original. course, voilà, c'est assez original. Course dans les vignes et séance de tir laser entre les rangs, 5 cibles, 5 tirs, des pénalités sportives et des dégustations de vin à la fin de la séance. Une activité ouverte à tous à partir de 8 ans, qui est gratuite, avec 2 séances d'initiation d'1h30. L'une à 10h, l'autre à 15h30. Attention, la réservation est obligatoire auprès de la maison Philippe Grisard où se déroulera l'événement. Donc les coordonnées se sont affichées sur votre écran. Voilà, une très bonne initiative pour ce week-end. Le Grand Bivouac qui s'est ouvert aujourd'hui du côté d'Albertville. On a eu Guy Chaumereuil, le président du Grand Bivouac, mercredi par Skype, justement dans Accès Direct pour en parler. Mais voilà, je fais une petite piqûre de rappel. Chaque année en octobre, le festival établit son camp de base à Albertville, en Savoie, pour 4 jours de manifestation. Au programme projections, conférences, tables rondes, concerts, spectacles, expositions. Et on a voilà, pour tous les goûts. Je vous propose de découvrir la bande-annonce pour en dire plus.
Donc leur mission est, je cite, d'affirmer auprès du grand public l'importance du voyage et des échanges dans notre société comme porteur de valeurs partagées, de découvertes et de rencontres, de connaissances et de conscience, de curiosité et d'étonnement. Voilà, une phrase qui résume tout ce qu'est ce beau festival, mais qui permet aussi de faire prendre conscience de ce qui nous entoure au grand public. Bref, pour moi, une 17e édition à ne pas manquer. Direction La Roche-sur-Foron pour un salon des loisirs créatifs. Oui, un petit dernier pour la route. Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, de 10h à 18h30, vous pouvez aller faire un tour donc, à Roche Expo, à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, pour la 2e édition du Salon des loisirs créatifs. Il y en aura pour tous les goûts, des ateliers couture, scrapbooking, c'est-à-dire l'art de mettre en valeur ses photos, apprendre à faire ses propres cotons démaquillants ou écharpes pour l'automne. Bref, plein de trucs et astuces à apprendre à faire soi-même, mais aussi une centaine d'exposants pour s'offrir des trouvailles coup de cœur. Comptez 7,80 € pour une entrée classique, 6 € en tarif réduit. Une billetterie en ligne est aussi possible sur le site tendancecreative.com et sinon vous pouvez directement acheter vos places sur place. Et un tout petit mot Seb pour annoncer notre nouvelle émission avec Sophie. La première diffusion était la semaine dernière, mais voilà, donc Sophie c'est une chroniqueuse chez nous depuis de nombreuses années. On part toutes les deux sur les brocantes faire des bonnes affaires. Et notre toute première émission du coup est en rediffusion ce samedi à 14h et 20h et dimanche à 8h pour ceux que ça intéresse. On a fait un petit focus sur les habits vintage. Donc voilà, je tenais à le signaler parce que c'est une très belle émission que nous offre Sophie aussi. Je confirme. Voilà. Merci Camille, à vendredi prochain. Merci Seb. Allez, on va accueillir Victoria pour le rappel des titres. Alors Victoria, dans le journal, ce soir, on ira faire un tour du côté de Bessan. Oui, tout à fait. La station qui est une référence dans le domaine des sports nordiques. Elle ouvrira demain sa première piste. Elle a eu recours à une technique de stockage de neige et Juliette Vincent Seigné nous en dira plus. Et puis un nouveau centre d'hébergement en parenthèse. Oui, un centre qui a vocation à accueillir des réfugiés à Moutier. Le centre a ouvert ses portes le 1er octobre et nous avons été sur place. Nous verrons un reportage complet. Merci Victoria. Tout de suite, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction. À tout de suite.